bonjour. Bonjour. Tu es le directeur d'une société qui s'appelle Green IT, je le prononce bien. Alors c'est greenIT.fr en fait. greenIT.fr, en Ouais. entier, le Ouais. nom de domaine. Je vais t'expliquer pourquoi après. Et qui est spécialisé dans le numérique responsable, on peut dire ça comme ça. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que le numérique responsable et puis derrière un petit peu les activités de greenIT.fr. D'accord. Alors je vais commencer par greenIT.fr et puis j'expliquerai le numérique responsable après. Donc greenIT.fr c'est deux choses. C'est mon activité de consultant indépendant en fait. Je n'ai pas d'entreprise, je suis un consultant indépendant, un expert indépendant en numérique responsable. Mais c'est aussi une communauté et c'est aussi un blog. Donc derrière ce nom de domaine, finalement, on retrouve mon activité professionnelle, la communauté historique du Green IT et du numérique responsable en France, que j'ai lancé en 2004, et puis un média d'information avec plus de 3000 articles publiés ces 15 dernières années sur le sujet. Donc qu'est-ce que le numérique responsable? Le numérique responsable, c'est la rencontre entre le numérique et le développement durable. Alors on aurait pu l'appeler numérique durable, mais à l'époque, le terme développement durable était souvent résumé uniquement la dimension environnementale dans la tête des gens. C'est pour ça qu'on a décidé d'appeler la rencontre entre numérique et développement durable le numérique responsable pour bien faire sentir la dimension sociale dans le développement durable. Donc l'enjeu, c'est de réduire notre empreinte environnementale, notre empreinte numérique concrètement, tout en créant de la valeur pour les êtres humains, tout en faisant progresser la condition humaine globalement. Donc, vaste chantier. Vaste chantier. Pour les gens, les millions de téléspectateurs qui regardent les Pandarous, est-ce qu'on peut dire un petit peu quel est l'impact sur l'environnement et puis sur l'aspect aussi solidaire peut-être de notre consommation numérique, quelle qu'elle soit? C'est une question qui est très large, mais je suis sûr. Alors, je vais faire une réponse en deux temps. D'abord, positionner des repères pour avoir une idée de c'est quoi notre empreinte, et puis ensuite, où est-ce qu'elle se situe. Donc c'est quoi l'empreinte du numérique à l'échelle planétaire? À l'échelle planétaire, c'est à peu près un 7e continent qui a la taille de 3 fois la France, qui représente à peu près 4,4% de la consommation d'énergie primaire de l'humanité, 4,2% des émissions de gaz à effet de serre, donc les émissions anthropiques liées à l'activité humaine, pour donner que deux chiffres clés. Et donc ça peut paraître pas beaucoup, 4%, mais c'est déjà, pour les gaz à effet de serre par exemple, mais c'est déjà 2 fois plus que l'aviation civile. Et surtout, cette empreinte va doubler entre 2010 et 2025, donc en 15 ans, on va doubler l'empreinte du numérique à l'échelle mondiale. Quand on regarde où se situent ces impacts, ils sont principalement de l'ordre de 70% chez nous, c'est-à-dire du côté des utilisateurs. C'est dans la fabrication de nos smartphones, de nos télévisions connectées, de nos consoles de jeux, etc. C'est à peu près 20% dans le réseau et à peu près 10% dans les data centers. Donc contrairement à ce qu'on entend beaucoup sur la consommation des data centers ocre, énergivores, etc., en fait nous, quand on réalise des vraies études, nous sommes les experts en Europe du sujet, quand on réalise des études, on se rend compte que c'est d'abord chez les utilisateurs, ensuite au niveau du réseau, seulement ensuite au niveau des centres informatiques. Et alors qu'est-ce qui est très consommateur d'énergie, j'ai envie de dire, du côté des utilisateurs? Alors, c'est la fabrication des équipements qui est la principale source d'impacts environnementaux, et après je détaillerai les différents impacts environnementaux. Donc c'est d'abord les étapes d'extraction des minerais, puis le raffinage du minerai, puis sa transformation en composants électroniques. Ce sont ces étapes-là qu'on va résumer par le terme fabrication, qui concentrent le gros des impacts environnementaux. Et seulement après, un petit peu la phase d'utilisation, et évidemment un petit peu en fin de vie aussi, quand les déchets sont mal ou pas recyclés, mal ou pas dépollués. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est d'abord la fabrication de nos équipements qui pose problème. L'enjeu numéro 1, on a 2 enjeux critiques. Le premier enjeu, c'est de réduire notre taux d'équipement, donc avoir moins d'équipements et les utiliser le plus longtemps possible. C'est ça l'enjeu finalement d'un numérique plus responsable sur la partie environnementale. En termes d'impact, on a autant des émissions de gaz à effet de serre qui vont se traduire par un réchauffement global qui se traduit lui-même par le dérèglement des climats locaux. On a l'écroulement de la biodiversité, on a l'épuisement des ressources abiotiques, ce sont les fameuses ressources naturelles non renouvelables. On a l'eutrophisation, donc de l'eau, avec la prolifération d'algues qui étouffent les milieux aquatiques. On a l'acidification de l'air, de l'eau et des sols. On a donc tout un tas d'impacts, en fait on en a plus d'une vingtaine qu'on peut prendre en considération quand on fait une analyse de cycle de vie d'un équipement numérique.
En quoi est-ce que fabriquer des équipements numériques, ça appauvrit les ressources en eau? D'accord. Si on prend l'indicateur eau, typiquement, on va avoir de l'eau quand on va extraire les minerais. Il faut s'imaginer qu'on est en train de creuser de la terre et que pour extraire les minerais, notamment pour nettoyer, séparer la terre et le minerai, en fait, on va notamment utiliser de l'eau, concrètement. Il suffit de se représenter une mine d'or, qui est un des minerais qui est notablement utilisé dans l'électronique. Eh bien, en fait, littéralement, on fait s'écrouler un pan entier de la montagne par ruissellement. C'est plus facile que de creuser concrètement. Et puis ça permet de mettre de côté la terre, de l'autre côté les minerais. On va mélanger du mercure avec tout ça pour agglomérer les paillettes d'or. Et au final, on reçoit une eau très boueuse. Et puis de l'autre côté, du mercure et de l'or, concrètement, c'est comme ça. Donc il y a de l'eau dès l'extraction des minerais. On en a évidemment beaucoup quand on va fabriquer les composants électroniques à partir des minerais, puisque là, c'est des procédés chimiques très consommateurs. Pour donner un ordre de grandeur, dans une barrette mémoire de 2 grammes, donc une petite barrette de mémoire vive, qui est la mémoire d'un ordinateur de 2 grammes, on a 32 kg de matière première. Et dans ces 32 kg, donc 16 000 fois plus que le poids du produit fini. Et donc dans ces 32 kg de matière première, on a 16 kg d'eau. Ça veut dire qu'on a 16 litres d'eau, concrètement. C'est pour donner un ratio. Ça veut dire qu'il y a globalement 16 000 fois plus d'eau en poids que dans le produit fini. Donc l'eau, ensuite, on va en retrouver sur la phase d'utilisation. Quand on fabrique de l'électricité en France, le principal impact environnemental, si on met de côté les déchets nucléaires, qui est un déchet radioactif, qui est un autre sujet, qui est important, mais qui est un autre sujet. Le principal impact, c'est la consommation d'eau. Il y a 4 litres d'eau bleue perdue par kilowattheure électrique en France. Donc quand vous faites des économies d'énergie, finalement, vous économisez d'abord de l'eau. Donc de l'eau, on va retrouver concrètement de l'extraction des minerais à leur transformation en composants électroniques jusqu'à jusqu'à l'utilisation des équipements quand on fabrique l'électricité et aussi en fin de vie quand on va recycler les équipements. C'est qu'un exemple en plus. Ça n'est qu'un exemple sur l'eau. On a évidemment après des émissions de gaz à effet de serre, des pollutions diverses et variées avec des polluants organiques persistants, des métaux lourds et tout un tas. D'où la nécessité de faire très attention à nos achats, puis à nos usages. Oui. Et vous avez un volet, vous avez un enjeu aussi là-dessus de conseils, de diffusion des bonnes pratiques. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, il y a 4 gestes clés en fait quand on veut faire sa part et réduire son empreinte numérique. On a en gros 4 gestes clés. Donc soit on est geek et on favorise le réemploi du smartphone dont on souhaite se séparer au bout de 2 ans, soit on allonge la durée de vie de son smartphone parce qu'on n'est pas geek et puis on le tire jusqu'à 4, 5, 6 ans le plus longtemps possible. Geste clé numéro 1, allonger la durée de vie au travers de la réparation, du reconditionnement, du réemploi. C'est le geste absolument clé. Si on n'en avait qu'un seul à retenir, c'est celui-là. Donc par ordre décroissant d'importance. Deuxième geste, éteindre sa box. C'est simple, ça paraît évident. Il y a encore une majorité de Françaises et de Français qui ne le font pas. Or une box, ça consomme autant d'électricité que 10 ordinateurs portables utilisés 8 heures par jour pendant 250 jours au bureau. Et donc, quand on quitte son domicile et qu'il n'y a plus personne, quand on dort la nuit, eh bien, il faut éteindre sa box. Ça nous permet de récupérer du pouvoir d'achat, puisque c'est des sous qu'on ne dépense pas, c'est des kilowattheures d'électricité qu'on n'a pas à produire, donc c'est bon pour tout le monde, concrètement. Troisième geste clé, c'est le fait de limiter au maximum son usage du cloud en 4G, notamment. Alors, limiter son usage du cloud en 4G, c'est encore une fois pas de l'écologie punitive, c'est pas arrêter le cloud et arrêter la 4G. C'est par exemple quand on rentre de week-end et qu'on a pris des photos avec son smartphone, plutôt que de les shooter en 4G à 320 km/h dans le TGV pour les partager tout de suite avec tout le monde, on attend d'être de retour chez soi. Et quand on est connecté avec sa box fibre ou ADSL, là on va les publier en ligne après avoir trié les 300 photos et en avoir conservé qu'une dizaine qui sont celles qui font vraiment sens à partager. C'est ça être raisonnable. Et enfin, quatrième geste, eh bien, quand on regarde la télévision, c'est de privilégier au maximum la TNT plutôt que la DSL. En France, les chaînes de télévision en live sont broadcastées en permanence, donc en TNT. Et donc si on est en train de regarder une diffusion live, par exemple le journal de 20h, ou un film qui passe à la télé le soir et qu'on regarde en live, eh bien alors si on le regarde au travers de sa box ADSL, on rajoute 2 à 3 fois plus d'impact que les impacts qui ont déjà lieu quoi qu'il arrive au travers de la TNT. Donc il faut limiter au maximum le fait de regarder, de visionner des vidéos
en ADSL, il faut absolument utiliser la TNT. Et quand on est en VOD, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de streaming, beaucoup de vidéos à la demande, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est limiter au maximum la qualité de ce qu'on regarde. Si on regarde juste le journal de 20 heures en replay, peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir une définition 4K. Peut-être qu'on peut regarder dans une basse définition, ce qui fait qu'on va consommer moins de bandes passantes et donc on va avoir moins d'impact au niveau du réseau. Si tout le monde se met à respecter ces 4, qui ne sont que 4 parmi des centaines bons conseils, on arrive à réduire l'empreinte numérique de combien? Je pense que c'est un ordre de grandeur et c'est vraiment au gros doigt mouillé. Bien sûr. Mais je pense que si tout le monde applique ces 4 gestes clés, on peut à minima diviser par 2 l'empreinte du numérique mondial, ce qui est absolument gigantesque. Alors évidemment, ça c'est ce que peuvent faire les particuliers. On a un deuxième sujet qui est là plutôt pour les producteurs, les concepteurs, les producteurs des services numériques, qui est ce qu'on appelle la conception responsable des services numériques. Donc un service numérique, c'est quoi? C'est quand je consulte le solde de mon compte en banque depuis mon smartphone, quand je vais réserver un billet de train depuis mon ordinateur, donc c'est tous nos gestes numériques quotidiens. Et bien dessous ces gestes numériques quotidiens, il y a un smartphone, une antenne relais, un réseau opérateur, un centre informatique dans lequel on va retrouver des serveurs. Et donc le service numérique, c'est l'ensemble des matériels, des logiciels et de l'infrastructure qui va nous permettre de réaliser ce geste numérique. Donc quand on cherche à les concevoir de façon plus responsable, on va chercher à réduire leur empreinte environnementale au travers de l'éco-conception. Et là, on a des retours d'expérience qui nous montrent qu'on peut diviser par 700 l'empreinte d'un même service numérique à même qualité de service offerte à l'utilisateur. C'est la Deutsche Bahn qui le montre, avec 2 sites qui permettent chacun d'obtenir l'horaire d'un train. Donc on en a un qui est obèse, qui pèse 2 mégaoctets, et puis on en a un qui est limite anorexique, qui pèse 3 kilooctets. Il y a un écart de 700 entre les deux. Donc ça veut dire qu'on a un potentiel de réduction de l'empreinte de l'ordre de 700. Et on a la même information et on ratera quoi qu'il arrive son train, parce que la SNCF est toujours en retard. Alors en fait, on a la même information, mais c'est surtout qu'on a l'information beaucoup plus vite sur un équipement low-tech, c'est-à-dire sur un vieux smartphone, même en 3G, même au fin fond de la Creuse. Donc il y a un enjeu en termes, pour réduire l'empreinte du numérique, il y a un enjeu autour de la low-tech qui est absolument considérable. Il faut accepter psychologiquement de réutiliser des technos qu'on considère comme vieilles, puisque c'est de la low-tech, qui sont particulièrement efficaces quand on les utilise avec ingéniosité. Ça, la communauté, c'est intéressant. Où est-ce qu'on peut, n'importe qui peut la rejoindre, où est-ce qu'on peut la retrouver si des gens sont intéressés? La communauté historique du numérique responsable, c'est greenIT.fr. Donc c'est une communauté au sens propre du terme, donc informelle, c'est gratuit. Chacun se prend en main et fait sa part concrètement, et puis on essaie un petit peu de se synchroniser. C'est pas une communauté de geeks? C'est pas du tout une communauté de geeks, c'est une communauté plutôt de citoyens qui ont envie de léguer un avenir, enfin léguer une planète et surtout de faire en sorte que nos enfants, on est beaucoup de parents, nos enfants aient un avenir tout simplement. Donc ça part de là à la base. Et puis après il y a tout un tas d'ONG et d'associations. Il y a HOP, Halt l'obsolescence programmée, qui fait son travail sur l'obsolescence programmée. Il y a les Amis de la Terre, le WWF France, un certain nombre d'ONG qui sont aussi actives et qui font avancer ce sujet du numérique concrètement. Donc après, nous, on a un discours qui est aujourd'hui un peu standard, qui est le discours que je viens de tenir. Et puis on a le discours pour le monde d'après, le discours qui n'est pas le discours business as usual, qui est vraiment, pour le résumer en une phrase, c'est comment faire de la low-tech un outil de résilience pour l'humanité face à l'effondrement en cours. Ça fait plusieurs décennies, littéralement, qu'on est en plein effondrement, en plein écroulement de la biodiversité, avec une concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère qui est juste exponentielle. Donc on est en plein effondrement depuis des décennies. Face à ce constat, qui n'est pas grave, c'est un constat, c'est la situation actuelle, il va falloir gérer. On a 2 solutions. Soit on continue à la vitesse d'avant, et on va se prendre le mur encore plus vite et encore plus fort. Soit on adopte une posture plus radicale, ce qui ne veut pas dire intégriste. Plus radical, ça veut dire aller plus vite, plus loin. Et dans ce cas-là, on bascule carrément sur un état d'esprit low-tech. Et là, l'idée, c'est de se dire comment on peut faire une forme de low-tech numérique qui peut paraître un peu oxymore, mais qui ne l'est pas. C'est comment je vais tirer la quintessence de technologies 2G, 3G, de smartphones qui ont 10 ans. Comment je vais faire avec des vieilles technos qui sont celles qui sont les mieux maîtrisées, parce qu'il y a un enjeu aussi de pérennité de ces technologies sur le long terme.
Donc comment je vais faire pour tirer parti de ces technologies low-tech pour aider l'humanité à être résiliente face à l'effondrement actuel. Et donc on a plein d'exemples qui montrent qu'on peut le faire concrètement. Alors, je te donne 2-3 exemples. Forcément. Le premier, une start-up que j'accompagne qui fournit des prévisions de pluviométrie à des paysans en Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent optimiser le rendement de leur culture de façon à nourrir tout le monde. Donc c'est une belle histoire pour commencer. Et la question que se pose cette start-up, qui va aller encore plus loin, c'est comment je fais pour réduire l'empreinte de mon service numérique, qui pour l'instant fonctionne avec un paysan, un smartphone, une prévision pluviométrique. Eh bien, on a associé la high-tech et la low-tech, on a associé les supercalculateurs de cette start-up qui calculent les prévisions pluviométriques, avec un smartphone d'un power user, un référent dans le village de la Côte d'Ivoire. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé tous les autres smartphones, pas par un écran 8K, puisqu'on vise à surtout pas aller dans ce sens-là, mais par une ardoise, par le tableau du maître dans l'école du village. Et le power user, tous les matins avant que le maître fasse classe, va dessiner, puisqu'il y a beaucoup d'illettrisme, va dessiner les prévisions pluviométriques pour que l'ensemble des paysans qui habitent dans ce village-là puissent accéder à une prévision fiable, pluviométrique fiable, basée sur la high-tech, avec un système de diffusion complètement low-tech. Et donc nous, ce qu'on pense, c'est que un avenir numérique enviable pour nos enfants, c'est ça. C'est un mariage intelligent entre de la low-tech et de la high-tech, parce qu'on n'aura pas assez de ressources numériques dans les décennies qui viennent. On ne pourra plus fabriquer assez d'ordinateurs, ça coûtera trop cher à l'environnement, ça coûtera trop cher économiquement. Donc il faut préserver cette ressource critique qu'est le numérique, pour lui faire faire des calculs et des travaux critiques, et pour la diffusion, s'appuyer sur des techniques qui fonctionnent très bien comme un simple tableau dans une école. Deuxième exemple, c'est Google qui vient d'annoncer qu'un de ses réseaux de neurones profonds détecte aujourd'hui mieux des cancers, notamment du poumon, que des oncologues, donc des experts humains. Mais on a en parallèle le projet CADOG de l'Institut Curie, qui détecte lui aussi bien des cancers, même mieux qu'une intelligence artificielle, avec des chiens, dont l'odorat est particulièrement développé, qui sont éminemment plus intelligents qu'une intelligence artificielle. Et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une intelligence artificielle qui est capable de détecter des patterns que des oncologues n'avaient pas détectés. Donc les oncologues peuvent s'appuyer sur cette solution high-tech pour découvrir des nouveaux patterns et donc mieux identifier des cancers à côté desquels ils passaient. Et on a en plus une solution low-tech pour déployer worldwide auprès du plus grand nombre, avec simplement des chiens qu'on entraîne, et des chiens, on peut en avoir autant qu'on veut, on peut en entraîner autant qu'on veut, ça coûte pas cher à l'environnement, ça coûte pas très cher économiquement, ça crée du lien. Voilà. Et donc pour nous, enfin pour moi en tout cas, l'articulation high-tech, low-tech, dans cet état d'esprit un peu jugad, ingénieux en fait, elle est essentielle, c'est ça l'avenir du numérique. Donc si on redevient raisonnable et qu'on articule le numérique pour ce qu'il sait faire, avec la low-tech, on a une vraie capacité à faire progresser l'humanité. Et donc à ce que les impacts négatifs directs, incontournables du numérique, soient contrebalancés par des impacts sociaux, environnementaux, sanitaires, bien plus importants en fait que les impacts directs négatifs. Bon, les solutions existent, encore une fois, c'est à nous de prendre la décision. Honnêtement, aujourd'hui, on est face à un choix. Je trouve absolument paradoxal que tous les sondages d'opinion disent que les Français et les Françaises souhaitent vraiment travailler l'avenir de leurs enfants, et en même temps, on est dans une course effrénée encore aujourd'hui à l'équipement high-tech, avec un taux de renouvellement super fréquent. Faut arrêter, on ne peut plus se faire plaisir autant que ça, et il y a plein d'autres plaisirs que la course à l'équipement high-tech, quoi. Et donc là, maintenant, on est à l'heure du choix. Maintenant, il faut assumer notre responsabilité en tant que génération, dernière génération, à pouvoir faire le job pour les générations à venir. C'est à nous de le faire. C'est une chance historique. On peut être vu à l'échelle de l'histoire comme ceux qui ont le point d'inflexion, ceux qui ont agi à temps, au bon moment et qui ont fait le job. Je veux dire, c'est à la fois génial, et en même temps, il y a tellement peu de prise de conscience que... C'est quoi ton petit bonheur sur Terre, toi? Mon petit bonheur sur Terre, c'est de voler en parapente. Ça, c'est low-tech. Le parapente n'est pas low-tech, mais on n'a pas de moteur. Donc...